Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, nous allons boucler la semaine consacrée au Mali et opérée par E-Media, qui a voulu parler du grand voisin de l'Est sans aucune forme de condescendance. Par contre, c'est la bienveillance et l'altérité que nous avons préférée ici. Tour à tour, nous avons remonté l'histoire avec Abdurrahman Gaïdé et sur les questions politiques, nous avons reçu ici M. Hamidou Anne et en matière d'économie, nous avons été accompagnés par le consultant Mbaïsi Lahouma et pour la culture, c'était une grande dame qui était hier ici avec nous, en l'occurrence Fanta Fifi Kanté. Et pour boucler la boucle aujourd'hui, c'est une autre grande dame, Madame Aïssata Ba, qui nous aidera à mieux comprendre la société malienne marquée par une diversité, mais également traversée par quelque chose de binaire avec des problématiques de cohésion, de repli communautaire, de pogroms interethniques, de lutte séparatiste. Et comble de malheur, le terrorisme s'est incrusté dans ce pays avec tous les conflits asymétriques au nord auxquels on a assisté. Donc la société malienne est également étouffée et elle n'en a pas le monopole, il faut le dire, par des problèmes de malgouvernance, de corruption, de népotisme, la pauvreté, le désarroi de la jeunesse, l'analphabétisme et l'illettrisme. Il y a aussi la question des droits des femmes à laquelle nous allons nous intéresser. Nous parlerons également de l'omniprésence des religieux qui ont de plus en plus d'influence dans ce pays. Merci beaucoup donc, Madame Aïssata Ba, d'avoir bien voulu répondre à l'invitation d'E-Media ce soir. Merci beaucoup, merci à vous de me recevoir. Et comment est-ce que quel regard vous jetez sur la société malienne aujourd'hui? Beaucoup d'observateurs disent que c'est une société extrêmement complexe. Quel est votre avis? Oui, la société malienne, comme toute société, j'ai envie de dire, est complexe. Mais pour ce qui est du Mali tout particulièrement, c'est un pays très très grand, très vaste, et avec une population de près de 18 millions d'habitants. Mais par contre, sur ces 18 millions d'habitants, qui n'est pas énorme pour l'étendue du Mali, il y a beaucoup d'ethnies. On dénombre, selon les sources, une soixantaine à une centaine d'ethnies et de dialectes, et qui se divisent aussi en castes, puisqu'il y a ces systèmes de castes avec les Horans, les nobles et les Nyamakala. Même si au départ, quand on parle de noblesse et de Nyamakala, ce n'est pas forcément péjoratif, parce qu'au départ, c'était vraiment pour voir la différence entre les nobles qui sont les chefs, les décisionnaires, et les Nyamakala qui étaient plutôt un regroupement d'une trentaine de castes en métier et en service, j'ai envie de dire, qui permettait de faire le lien entre les gens, comme par exemple les griots ou alors les forgerons. Tout ça, c'était vraiment des métiers pour pouvoir donner les services aux personnes. Très bien. Et il y a une chose également très frappante, c'est la crise du vivre ensemble là-bas. Il y a des problèmes au nord avec le djihadisme, il y a le rejet de l'autre, il y a des conflits intercommunautaires, notamment entre les Peuls du Massina et les Dogons. Est-ce que tout cela relève d'un héritage historique ou bien est-ce que c'est tout récent? Bon, si on veut parler de conflits entre les différentes populations, on peut dire tant qu'il y a population et diversité de population, il y aura des divergences. Depuis même l'indépendance, il y avait déjà des mouvements de rébellion, notamment dans les années 70, pour ce qui concerne les Touaregs et les populations du Nord. Pour les populations Peuls aussi, il y a eu des revendications. Il faut savoir que tout à l'heure on parlait d'ethnie et de caste, chaque groupe de population vient avec son mode de vie. Par exemple pour les Peuls, c'est le nomadisme, et vous pouvez imaginer ce que ça comporte dans un pays sahélien
où il y a la sécheresse qui sévit et où les personnes sont obligées sans cesse de faire la transhumance et de chercher un nouvel endroit où s'établir, notamment pour les Peuls. Il y a eu des problèmes, par exemple, de bétail, parfois des personnes qui disent qu'ils ont détruit leur terre à cause de leur bétail. Voilà, je veux dire qu'il y a eu ces revendications pour les différentes communautés et ça ne va pas sans confrontation. Et ça nous mène aujourd'hui, quand par-dessus ça, il y a les problèmes politiques et politico-religieux et en même temps le terrorisme qui se veut islamiste. Je n'aime pas trop employer le terme de djihadisme parce que le djihad, c'est un terme que l'on prête à l'islam du temps du prophète. Donc je préfère dire terrorisme. C'est ça, donc il y a beaucoup de conflits fonciers là-bas. Oui. On va parler maintenant de l'actualité. On sait qu'il y a eu un putsch là-bas et suivi immédiatement d'un blocus d'un embargo opéré par la CEDEAO. Vous pensez qu'on a ajouté de la crise à la crise en imposant cet embargo-là? Est-ce que la CEDEAO a bien fait? Parce que elle a dit que c'est un moyen de pression pour éviter que la junte fasse n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pensez de l'embargo? Bon, bien sûr que quand c'est un sursaut, quand pour n'importe quelle population qui est dans un pays qui est déjà en proie à la guerre, à une stabilité depuis plusieurs années, quand en plus il y a une crise profonde qui finit sur un coup d'État et la destitution du président, et qu'en plus les institutions internationales que sont la CEDEAO viennent et qui font un embargo, il y a un sursaut, il y a une peur que les choses ne s'aggravent. Donc évidemment, c'est ajouter un problème au problème. Mais en même temps, on peut comprendre que si la CEDEAO ne faisait pas son rôle et qu'elle ne venait pas mettre une pression, il pouvait y avoir un risque que la situation ne s'enlise et que surtout la transition prenne des formes trop longues. Mais votre président l'a montré, il faut de la nuance dans ça. Ne pas étouffer les populations tout en demandant que le problème de gouvernance soit réglé. Très bien. Je rappelle que vous-même, vous êtes malienne. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez quitté votre pays? Il y a très longtemps. Quand j'étais enfant, c'était justement dans un contexte de coup d'État, celui de Moussa Traoré, dans les années 91. Donc voilà. On revit malheureusement ce cycle depuis l'indépendance. Seul un président n'a pas été destitué par un coup d'État, Alpha Oumar Konaré. Donc c'est redondant au Mali. Voilà, on va parler de la jeunesse malienne. On l'a vu à maintes reprises lors des mobilisations dirigées récemment par l'imam Diko là-bas. Et à chaque fois qu'on tendait le micro à cette jeunesse, elle parlait de manque d'emploi, de manque de perspective et d'horizon. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire si oui ou non, la jeunesse malienne, elle est heureuse dans son pays? Heureuse dans son pays? Je pense que oui. Car moi-même, quand j'ai été au contact de la jeunesse malienne, j'étais agréablement surprise dans un contexte où on nous dit souvent que tous les jeunes veulent partir, de discuter avec beaucoup d'étudiants et qui avaient un vrai panafricanisme. C'est-à-dire que quand ils envisageaient même d'aller étudier, ils se disaient « Ah, j'irai peut-être à Dakar », mais beaucoup n'envisagent même pas d'aller à l'étranger. Et donc quand on voit ces jeunes qui étudient, qui essayent de s'en sortir, mais qui en face n'ont pas d'emploi ou parfois pas de perspective, ça peut créer les situations tendues qu'il y a en ce moment, effectivement. Très bien. Et également, il y a beaucoup de problèmes d'éducation là-bas. Et nonobstant, même sans le Covid, l'année académique aurait pu être blanche là-bas, tellement il y a de grèves. Quel est le problème dans le système éducatif malien? Bon, les grèves, le problème dans le système éducatif, il ressemble un peu au problème que rencontrent beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Il y a deux choses, c'est souvent les universités ou les salles de classe saturées, le manque de moyens
les professeurs, souvent, on tire sur eux en disant qu'ils font des grèves sans arrêt, mais il faut savoir que ce sont des personnes qui donnent d'eux-mêmes et qui parfois vont enseigner pendant des mois sans salaire. Donc il y a plusieurs problèmes qui font en fait que le système éducatif se délite un peu. Vous parliez tout à l'heure de la raison pour laquelle j'avais quitté le Mali pendant qu'il y a eu le coup d'État contre Moussa Traoré. Il y avait des grèves très importantes. Et j'arrivais en âge de scolarité et mes parents ont dû réfléchir à partir, donner un avenir à nos enfants ou pas. Donc c'est cette question qui se répète sans cesse. Mais je tiens à dire quand même que la jeunesse malienne aujourd'hui fait beaucoup de choses, que ce soit dans les startups, dans les STEM. J'ai rencontré des filles qui sont très forts dans tout ce qui est nouvelles technologies. Et vraiment, quand ils le peuvent, quand ils ont les moyens, ils n'attendent pas les bras croisés, ils ne veulent pas tous être fonctionnaires et ils essayent de s'engager pour faire quelque chose. Très bien. Et autre chose, dans les commentaires des médias, des journalistes, on entend beaucoup que le Mali est rongé par le phénomène de la malgouvernance, de la corruption, la concussion et tous ces phénomènes qui constituent des cancers pour de nombreux pays. Est-ce que ces descriptions, à vos yeux, sont exactes? Pendant longtemps, on entendait vous parler des médias, donc je vais aller sur ce terrain. Quand on lisait la presse, on parlait toujours du Mali comme l'exemple de l'Afrique de l'Ouest. Ce pays qui a su se relever. On parlait tout à l'heure du coup d'État contre Moussa Traoré qui vient de décéder, l'ancien président qui est souvent aussi dit dictateur parce qu'il a régné pendant plus de 20 ans, c'est le seul, et il avait destitué le père de l'indépendance, Modibo Keïta. Donc pendant longtemps, on disait que le Mali avait su se relever de ça, que ATT, quand il était général et qu'il a destitué Moussa Traoré, il n'a pas voulu prendre le pouvoir, qu'après il y a eu des présidents élus démocratiquement. Voilà. Et aujourd'hui, on en est encore à cette situation. Je faisais le bilan tout à l'heure. Depuis l'indépendance, un seul président n'a pas été destitué. Donc effectivement, on peut se poser la question du pourquoi. C'est que toujours, à un moment, on voit que les choses n'avancent pas et qu'il y a des fonds injectés dans le pays et beaucoup de crises en même temps. On parlait des crises sahéliennes, des crises au nord, Kidal, les sécheresses qui touchent les Touaregs, les Peuls et beaucoup de populations. Donc il y a ce fossé un peu entre des richesses, un pays extrêmement riche en minerais, en or, et des fonds qui viennent de l'extérieur et des populations qui sont dans des difficultés. Donc effectivement, ces questions reviennent sans cesse. Et il y a une actualité qui concerne les femmes maliennes, à la lumière de ce qui s'est passé avec le musicien Sidiki Diabaté. Donc, semble-t-il, il y a beaucoup de violences basées sur le genre faites aux femmes, comme on dit maintenant. Est-ce que la question des femmes au Mali est bien adressée par les différents régimes qui se sont succédés? Quelle est la situation actuellement des femmes chez vous? Bon, pour la question des femmes, en tout cas, par exemple, si on prend la question de la parité, parce que souvent c'est avec ça, je ne sais pas si c'est le meilleur instrument, mais c'est toujours avec ça que l'on mesure l'évolution des droits des femmes. C'est vrai qu'on en était autour de 10%. Mais quand même, il y a des figures féminines qui ont porté leur voix. On peut penser à Aminata Traoré, qui a été ministre de la Culture, qui, pour revenir à la question de la jeunesse, s'est levée et a montré aux jeunes qu'ils pouvaient eux-mêmes construire leur pays et leur quartier en mettant la main à la pâte. Son quartier de Missira, elle l'a fait paver par les jeunes du quartier. Et sans cesse, elle prône le fait de vraiment mettre la main à la pâte, parce qu'elle-même est sociologue, intellectuelle, et elle dit que ça ne peut pas aller sans l'action. La pensée ne peut pas aller sans l'action. Donc ça fait partie des grandes dames du Mali. Il faut savoir aussi qu'en 2013, il y a eu des candidatures féminines, notamment Aïchata Cissé, qui était très engagée pour la participation féminine aux élections. Donc il y a quand même beaucoup de femmes. Et récemment, Kamissa, qui était une très jeune ministre des questions numériques. Donc il y a bien sûr les femmes, que ce soit au Mali
ou dans nos sociétés africaines, c'est vrai que souvent dans les textes et dans les représentations politiques, on ne les voit pas assez, mais dans les foyers, dans les maisons, derrière l'éducation des enfants, elles sont toujours là. Et je tiens à préciser quand même qu'il y a des femmes qui font des choses pour le Mali et qui portent la voix féminine haut. Très bien, donc avant d'aborder les autres sujets concernant les aspects religieux et la place des religieux dans la société malienne, et avant même que de parler de la mitoyenneté sénégalo-malienne, on va vous proposer un sujet qui a été réalisé par un de nos confrères, Ousmane Gueye, qui parle donc du parfait voisinage qu'il y a entre le Sénégal et le Mali. On va suivre avec l'aide de la régie le sujet proposé donc par Ousmane. Les bons rapports entre Sénégalais et Maliens, ça ne se démontre plus, mais plutôt des constats à faire au marché malien, situé à l'intérieur même du marché central de Thiès, l'ont fait état d'un très beau voisinage, parfois même à des niveaux insoupçonnés. Sénégal, vraiment. Entre le Sénégal et nous, c'est une magnifique compagnie dans ce marché. Nous sommes unis comme des frères et des sœurs. Que de beaux échanges, faits de respect et de considération mutuelle. Si quelqu'un a une cérémonie de baptême par exemple ou d'autres choses, il invite les autres et on s'y retrouve. À part ça, c'est l'entraide, comme c'est le cas en Afrique. Bref, que de magnifiques rapports. J'ai fait quelques années au Sénégal. Je suis là depuis 2002. Prendre femme ici, je ne l'exclus pas. Je connais bien les plats locaux comme le tchéboudian, le bahal et le dahin. Les Sénégalais aiment aussi bien nos plats. Faut bien manger pour bien vivre. La police nous ménage bien ici. Preuve que Ibrahima vit bien au Sénégal. Après un court séjour chez lui, il est vite revenu reprendre sa place dans la capitale du rail. Aujourd'hui, entre les deux pays, le choix est difficile, mais ce qui est clair, il vit désormais à Thiès, du moins le plus clair du temps. Le Sénégalais est ouvert et simple. Je suis né au Sénégal, mais c'est au Mali où j'ai fait mes études avant de revenir dans la capitale du rail. Je suis revenu en 2014 et depuis je suis là. Vous me demandez si je prends une femme ici et maintenant, c'est très prématuré. Par contre, j'ai une petite amie chez les Sénégalais. J'ai 16 petites amies d'ailleurs et croyez-moi, je ne leur permets pas de se présenter dans ce marché pour me prendre les habits que je vends. Et je ne prévois pas de me marier avec ces filles-là. Les plats sénégalais, je les aime bien. Du domoda au tchéboudian, j'aime bien les plats maliens aussi, comme le manfé. Cette complicité quasi parfaite avec les Sénégalais Chersen la vie quotidiennement et franchement, comme il le dit lui-même, ça fait plaisir. Bon, ça va, il n'y a pas de problème. De notre côté ici même, on n'a pas de soucis, quoi. Vraiment, on est tous en famille ici. Bon, on s'aime bien parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Voilà, donc ce côté-là même, il n'y a pas de souci, quoi. Vous avez vu la teranga sénégalaise? Non, la teranga, il n'y a pas de souci. Tout le monde va bien ici et la cohabitation est parfaite, quoi. Voilà, du moment que moi-même je suis sénégalais, mon père est sénégalais, mais seulement moi je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui je suis en famille, ça va, il n'y a pas de souci, tout le monde va bien. Voilà, grâce de Dieu. Et par exemple, quand il y a les cérémonies pour les familles sénégalaises, là, est-ce que ces Maliens-là ou ces autres-là, ils vont dans ces cérémonies? Oui, s'ils en font partie, pourquoi pas. Ici, on vit comme en famille. Voilà, supposons comme des amis commerçants qui sont là, quand ils ont les baptêmes, voilà, les cérémonies de prière, ils nous en font partie. C'est quoi on peut faire, on fait. Et puis on se rend tous là-bas ensemble. Voilà, on a l'habitude de faire ça il y a très longtemps. Donc pour ce côté même, il n'y a pas de souci, quoi. Donc vous aimeriez que ça soit ainsi dans toute Non, non, c'est pareil partout. Pour toute l'Afrique, vraiment, ça va nous faire plaisir. Voilà, c'est la moindre de se passer. Du moment où on est tous africains, on est habitué à vivre ensemble, voilà, c'est cohabiter et que ça soit un truc de toujours, quoi. Voilà, en tout cas, de ce côté même, je suis pleinement d'accord avec vous. Daouda a la chance de faire l'expérience de notre pays, la Côte d'Ivoire, dont il est issu également, en plus d'être sénégalais. C'est dire que l'hospitalité sénégalaise est loin d'être une légende.
J'ai d'excellents rapports avec les Maliens qui sont ici. Nous agissons comme des frères et des sœurs. Jamais de bagarre entre nous, jamais de dispute non plus. Il arrive même qu'on se rende visite régulièrement. Ce sont de bonnes personnes qui croient au travail. Si moi j'ai des copines maliennes, non, je n'en ai pas du tout. Nous sommes contents de ce reportage. Si les politiques n'ont pas pu sauver la Fédération du Mali, les simples Sénégalais et Maliens la perpétuent pourtant à travers ce beau voisinage qu'ils ont envie de maintenir. Merci beaucoup Ousmane Gueye. Nous revenons sur le plateau. C'est la dernière ligne droite de cette entrevue avec Madame Aïssata Ba. On a vu ce sujet qui parle de la fraternité entre le Sénégal et le Mali, deux pays qui ont tout partagé jusqu'à fonder, en fait, à l'aube des indépendances, une fédération qui a duré le temps d'une rose. Alors, aujourd'hui, sur quels axes, dans quel domaine les deux peuples peuvent davantage faire de la coopération, les jeunesses respectives, les associations de femmes? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut renforcer le bilatéralisme Sénégal-Mali? Définitivement, vous l'avez dit, sur la question de la jeunesse et de la femme, parce que ce sont des questions essentielles dans nos pays, des pays à majorité jeune, des pays où les femmes sont le corollaire de la jeunesse, ce sont elles qui accompagnent la plupart du temps les enfants. Et en parlant d'enfants, justement, je pense que l'un des points sur lesquels les deux pays peuvent travailler, c'est un point très très sensible qui est la question de la mendicité des enfants. Parce que souvent, justement, quand on est dans les rues de Dakar, on remarque, si on prête l'oreille, que certains enfants parlent le bambara, que certains enfants viennent du Mali. Ça m'est arrivé qu'un enfant m'interpelle en me disant « Ah, tu parles bambara, tu es gentil », simplement parce qu'il entendait sa langue. Donc, on voit que les échanges qu'il y a entre les deux pays peuvent être positifs, mais il peut y avoir ces petits points-là. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment si les organisations de jeunes et de femmes s'engagent sur ces questions-là. C'est des coopérations. Est-ce que vous comprenez pourquoi les enfants maliens sont envoyés ici à Dakar pour faire de la mendicité? Parce qu'il y a ici la tradition, la culture de l'éducation religieuse dans les daras, les talibés, qui a dérivé vers ce que l'on sait aujourd'hui, vers la mendicité, parfois exploiter des enfants. Et donc, malheureusement, certains voient ça comme une opportunité. Et c'est cette question qui est un peu dangereuse et où les deux pays mériteraient à collaborer justement pour endiguer ce phénomène. À l'époque, il y avait aussi beaucoup d'étudiants maliens qui passaient au Sénégal. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas, je le disais tout à l'heure, quand je rencontrais des étudiants au Mali, ils disaient oui, je voudrais aller à l'université étudier à Dakar, car l'université ici a cette renommée de grandes passerelles où il y a des gens qui viennent du Maroc, de tous les pays pour étudier à l'UCAD. Donc bien sûr, il y a cette coopération et puis les présidents sénégalais comme Senghor, qui étaient des poètes, des écrivains, Cheikh Anta Diop lui-même qui a donné le nom à l'université. Il y a toujours un peu cette culture, ce partage. Et le Mali aussi, dont l'hymne a été fait par Seydou Badjan, dont l'épouse était sénégalaise. Donc on voit de toutes parts les liens vraiment entre les deux pays. Votre reportage l'a montré. Le Mali et le Sénégal, plus que des cousins, ce sont des frères, une même famille. Très bien. Et il y a également l'omniprésence des religieux sur la scène malienne. On a vu ces derniers temps beaucoup l'imam Dicko, qui a presque renversé Ibeka avant que ne surviennent les militaires, les officiers. Alors, c'est parce que peut-être il y a beaucoup de vacuité des politiciens. Et comme nous le disait il y a de très nombreuses années maintenant le philosophe Aristote, la nature a horreur du vide. Est-ce que les religieux, et ils sont musulmans de façon générale, se sont incrustés dans ce vide-là pour choisir ou bien être des faiseurs de rois? Qu'est-ce que vous pensez de la place des religieux maliens sur la scène nationale là-bas?
Bon, le Mali est un État laïque, comme le Sénégal, mais majoritairement musulman, avec une forte pénétration de l'islam depuis les 10-13e siècles et plus de 94% selon les sources de personnes sont musulmanes. L'islam est présent, souvent les membres du gouvernement, à commencer par le président, quand ils font leur discours, commencent par Bismillah ou par des versets coraniques. Donc l'islam est omniprésent. Mais cependant, la laïcité fait que le religieux, pendant très longtemps, n'influençait pas. En tout cas au Mali, quand il y avait des élections, on n'allait pas voir les chefs religieux, ou du moins on ne l'affichait pas sur la scène publique. Et maintenant, de plus en plus, en tout cas, on a vu, avant ce retournement de situation qui a conduit à la destitution d'Ibeka, on a vu que l'imam Dicko l'avait soutenu. Et parce qu'on sait le poids de la religion, on sait que même s'il y a une laïcité, les personnes suivent leur guide spirituel, les chefs religieux, et que forcément, si une personne religieuse sort et qu'elle soutient un homme politique, il va y avoir une influence d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Avant de terminer, chez vous, l'islam sunnite, c'est-à-dire tolérant, est largement majoritaire, mais il y a ce qu'on appelle les rigoristes, à l'image de l'imam Dicko, qui sont en train de se tailler une place. Et de plus en plus, on parle de charia, d'application de la peine de mort, etc., et de reculade de la place des femmes. Est-ce que la société malienne aujourd'hui est prête à accepter ces choses-là? Je ne pense pas. Comme je disais tout à l'heure, 94% de la population musulmane, une population de moins de 20 millions de personnes, autour de 18 millions. Et ces minorités dont on parle, majoritairement sunnites, vous disiez, ces minorités religieuses dont on parle, elles font énormément de bruit. Je ne vais pas dire qu'elles n'ont pas de poids. On a vu ce qui se passe depuis 2012 et même avant. Elles ont réussi à percer. Et c'est justement à cause de la force de ces minorités, du point de vue des armes, des alliances avec les groupes terroristes et aussi de leur médiatisation, il faut le dire, qu'on a cette impression que la société malienne est en train de basculer. On n'a qu'à regarder les articles de presse, c'est le Mali, la tentation djihadiste, des choses comme ça. Alors que quand on va au Mali, les personnes, le voisinage, il y a des musulmans et des chrétiens qui vivent les uns avec les autres. Les musulmans et les chrétiens se marient. Et il faut dire que même si les personnes sont musulmanes ou chrétiennes, leurs traditions animistes sont souvent restées. Je vais un peu être taquine. Combien de fois on voit des personnes, dès qu'elles soulèvent leurs vêtements, on voit des petites amulettes, tout ça. Ça ne vient pas de l'islam. Ça vient des traditions animistes. Donc, les personnes sont toujours très attachées. Il y a le professeur sénégalais Moustapha Tamba qui a écrit un livre là-dessus sur les religions et traditions en Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal. Et vraiment comment les religions chrétiennes et musulmanes ont pénétré nos pays et comment l'animisme est toujours là. Et justement, ces rigoristes, l'une des façons de les percer, c'est qu'ils luttent vraiment de pied ferme contre ces traditions. Très bien. Voilà, très bien. On peut ajouter une dernière question aujourd'hui. C'est la junte qui gère un peu le pouvoir là-bas, même s'il y a un président de la République et un premier ministre qui ont été désignés. Est-ce que vous leur faites confiance? Est-ce que ces officiers-là sont susceptibles, sont aptes à changer le destin du Mali? Bon, en tout cas, un État n'a pas vocation à être militaire, j'ai envie de dire. L'armée est un appui et une force qui accompagne le gouvernement et l'État. Et d'ailleurs, on le voit dans le fait que dans la transition, la CEDEAO a demandé à ce que les civils soient majoritaires, en tout cas soient ceux qui dirigent. Donc
voilà, je pense que l'avenir nous dira C'est ça. comment En ça tout cas, se on vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous pensez à un éventuel retour au Mali? Ah, mais j'y suis tout le temps. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, on souhaite bonne chance au Mali dont nous sommes frères. Cette émission est terminée. C'est en même temps la fin de la semaine du Mali qui avait été donc initiée par le groupe E-Media pour créer, comme on vous l'a dit depuis le départ, de la mitoyenneté et de l'altérité avec le voisin d'à côté. Nous reviendrons sur ce plateau dans les jours à venir pour d'autres semaines consacrées à d'autres pays d'Afrique et d'ailleurs. Merci beaucoup encore une fois à Aïssata. Merci également à la régie dirigée par Ablaye Ndiaye pour la réalisation et toutes ses équipes. Restez sur ITV et bonsoir.